Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition au sommaire de votre JT. Grand rendez-vous reporté, manifestations annulées, les effets de la crise se font ressentir dans le secteur de l'événementiel. Nous avons recueilli le témoignage ce soir de Muriel Bouillon, cofondatrice de Monte Carlo Accueil. La crise sanitaire a obligé de nombreuses entreprises à s'adapter, à se réinventer. C'est le cas des restaurateurs qui ont développé leur service de livraison. Illustration dans ce journal. La Saint-Valentin, c'est dimanche. Pour sortir de l'ordinaire, pourquoi ne pas vous offrir un restaurant à la maison ou un week-end à l'hôtel? Nous vous donnerons quelques idées. Et puis c'est également un 14 février qu'aura lieu le Monaco Run sous un format réduit cette année. Seul le 5 km aura lieu, il sera réservé aux professionnels. Nous en parlerons avec Jean-Pierre Chebel, le directeur de la Fédération monégasque d'athlétisme. Mais avant cela, un premier point sur l'actualité en principauté avec Frédéric Hélion. Bonsoir Frédéric. On débute avec des remises de lettres de créance ce matin au Palais Princier. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Cambodge, des Émirats arabes unis, d'Allemagne et de Suède ont remis leurs lettres de créance ce matin au prince Albert II. Sofan Kett, Ali Abdullah Al-Hamed, Hans-Dieter Lucas et Hakan Akesson sont donc les nouveaux hauts diplomates accrédités en principauté. Un mot à présent sur la première réunion du groupe de travail conjoint ASCOBANS sur les captures accidentelles de cétacés. Une réunion internationale qui se déroule en ce moment sur un format en ligne du 10 au 12 février au centre des discussions. La surveillance et la nécessité d'atténuer les captures accidentelles de cétacés dans différentes zones du monde et par différents engins de pêche. Plus de 150 participants des pays européens, méditerranéens et de la mer Noire y assistent, rassemblant des scientifiques, des gestionnaires, des décideurs et des représentants du secteur de la pêche. Et on termine par cet atelier numérique qui aura lieu la semaine prochaine. Dans le cadre du plan de relance économique, le gouvernement propose un cycle de conférences en ligne dédié aux solutions concrètes que peut amener le numérique. Jeudi prochain, à 16 h, l'atelier sera consacré à ce thème, comment améliorer sa présence en ligne pour développer les ventes. Merci Frédéric. Avec la crise sanitaire, nombreux sont les secteurs qui ont été impactés. Le monde de l'événementiel en fait partie. Même si la culture est bien vivante en principauté, le secteur a du mal à sortir la tête de l'eau. Nous nous sommes intéressés ce soir aux hôtes et hôtesses d'accueil qui collaborent avec les plus grands événements en principauté, victimes collatérales du coronavirus. Bonsoir Muriel Bouillon. Bonsoir Émilie Rousseau. Comment se porte votre secteur ? Pas très bien, je dois dire que notre secteur est en grande difficulté pour tout ce qui est événementiel, c'est très compliqué. En ce qui nous concerne, nous sommes plus mis à disposition d'hôtesses, d'hôtes, de guides, de chauffeurs. Donc c'est une activité qui, on peut le dire, quasiment à l'arrêt. Quel est votre volume de travail actuellement? Vous arrivez à travailler normalement? Non, pas du tout. Si je viens au bureau tous les jours, mais j'avoue que voilà, au bout d'une heure, j'ai fait l'essentiel de ce que j'avais à faire. Après, on recontacte nos clients, on essaie de garder contact avec eux pour savoir ce qu'ils font, s'ils ont des projets, qu'est-ce qu'ils envisagent, comment ils ressentent les choses. Mais il y a eu un petit pic qui est remonté et là, depuis 2 jours, malheureusement, on sent que la tendance est un petit peu vers la baisse de nouveau. Voilà, parce que votre secteur est lié à l'organisation des événements en principauté, mais également sur la région. Nous avons de la chance en principauté que le théâtre et l'Opéra Garnier sont restés ouverts, ce qui nous a permis de faire travailler quand même quelques personnes, puisque nous faisons les placeurs dans ces lieux de prestige. Mais là, bon, malheureusement, la crise sanitaire fait que on est toujours un petit peu sur le fil de rasoir et les événements peuvent s'annuler du jour au lendemain. Oui, et comment on arrive à s'adapter à cette situation? Est-ce que vous vous êtes diversifié? Alors, pour se diversifier, c'est très compliqué puisque on est lié totalement à la présence humaine et à l'accueil humain.
Donc c'est très compliqué. Maintenant, on va essayer de se diversifier en se rapprochant de l'expansion économique pour voir si effectivement on peut trouver d'autres moyens de faire travailler des hôtesses dans des lieux qui sont encore ouverts actuellement. Donc ça, c'est un projet, mais c'est très difficile. Et aussi, mis à part les hôtesses, on avait également les guides, et vous vous doutez bien que maintenant, il n'y a plus de groupes qui viennent visiter Monaco. Donc là aussi, c'est un secteur qui est énormément touché. Vous parlez des hôtesses. Quel est le profil des hôtesses que vous engagez ponctuellement ? Alors, ce sont des personnes qui, en fait, ont fait des études de tourisme pour beaucoup, qui souhaitent travailler dans des activités qui sont diversifiées, parce que vous pouvez travailler dans des congrès liés au domaine scientifique, dans des événements sportifs. Il y a pour en citer quelques-uns, il y a le jumping de Monaco, il y a le Monaco Yacht Show, il y a l'Herculis, et après on a tout un tas de congrès de laboratoires pharmaceutiques, enfin on avait, je devrais dire. Donc ce sont des personnes qui ont fait des études de tourisme, ce sont quelques étudiantes mais pas la majorité qui en fait veulent gagner un petit peu d'argent, et après on a des personnes qui ne font que ça, qui malheureusement ont vu leur activité et leurs revenus complètement stoppés, qui sont des personnes qui ont dû changer d'activité pour certaines et se retrouver d'autres choses pour avoir des revenus. Et justement, vous êtes régulièrement en contact avec elles. Que deviennent-elles ? Oui, on garde un contact. Vous savez, Monte Carlo Accueil, c'est une société qui existe à Monaco depuis 1998. Donc vous imaginez bien qu'on a lié des liens qui sont très forts avec une grosse partie des personnes avec qui nous travaillons depuis pratiquement le début. Certaines ont refait des formations, d'autres ont trouvé des contrats dans des sociétés, mais certains en accueil, enfin en caisse plutôt de grandes surfaces, d'autres dans les banques. Quelques-unes ont fait des formations pour devenir masseuses, pour faire des programmes autres, en fait, liés peut-être parfois à des aspirations personnelles, mais c'est très difficile et malheureusement, beaucoup d'entre elles, que ce soit des hôtesses, des hôtes, des guides, ce sont des gens qui n'ont aucun statut et donc ce sont les oubliés de la crise parce qu'ils n'ont aucune aide. Et justement, comment vous envisagez les prochains mois ? Les grands événements tels que le Rolex Monte Carlo Masters ou le Grand Prix de Formule 1 sont pour le moment maintenus. Alors, en ce qui concerne effectivement le Grand Prix de Monaco, il est maintenu effectivement. Après, dans quelle mesure il aura lieu avec du public, sans public, nous travaillons avec des sociétés privées qui font venir des clients en principauté, mais ces mêmes clients qui viennent de tous les pays d'Europe et même des États-Unis, si les gens ne peuvent pas voyager, comment cela va-t-il se passer? Les gens vont-ils avoir envie de venir? Vont-ils avoir peur? Où est-ce qu'on en sera en termes de vaccination des différents pays au mois de mai? Donc, on travaille. Je commence effectivement à travailler sur ce Grand Prix avec mes clients, mais tout en me disant que voilà, je travaille peut-être pour rien, mais au moins on se dit qu'il y a peut-être un espoir que quelque chose se passe quand même au mois de mai. Avant ça, je crains que malheureusement, il n'y ait pas grand-chose. Oui, l'espoir, c'est un mot qui revient régulièrement. Oui. Merci beaucoup, Muriel Bouillon, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Émilie Rousseau. Merci, au revoir. Et en effet, l'espoir, mais aussi l'adaptabilité sont des mots qui sont souvent revenus depuis le début de la crise. Nous en parlions d'ailleurs dernièrement avec le restaurateur Riccardo Girodi, qui a su tirer profit du contexte en lançant des restaurants virtuels. D'autres ont développé leur service de livraison. Alexandra Pani, vous êtes justement allée à la rencontre de plusieurs restaurateurs qui ont misé sur ce service. Oui, je me trouve devant l'un des établissements qui se trouve rue des Açores et qui a fait du service de livraison l'un de ses atouts depuis le début, bien avant le début de la crise sanitaire. On va aller voir comment ça se passe pour eux depuis ces derniers mois. Ça dit bonjour? Oui, je vous écoute. Dites-moi tout. Vous êtes sur la livraison depuis le début, depuis toujours. Est-ce que la crise, par contre, a renforcé ce service? Vous avez vu un renforcement des appels? Alors, durant effectivement le confinement, oui. On a eu effectivement beaucoup plus de livraisons à remporter. Maintenant, c'est moins le cas. Il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché qui sont arrivés de la livraison.
que les clients ont plus de choix, on va dire. Comment ça se passe, vous? Parce que vous avez aussi un service à table pour le midi en ce Tout à moment. Est-ce qu'on peut parler de la répartition, livraison Clairement, emportée alors peut-être avant la crise, c'était clairement sur place où on avait le plus de monde. Dorénavant, c'est principalement livraison. Il y a beaucoup moins de monde sur place, notamment depuis l'obligation du télétravail. 4 personnes assurent les livraisons pour un service uniquement le midi. Quelques rues plus loin, c'est un restaurant spécialisé dans les pokéballs et tartines que l'on retrouve. Contrairement à l'établissement précédent, ici on n'avait pas parié à l'ouverture sur la livraison, un tournant qui a finalement été pris lors du premier confinement. Cédric, on voit tous les paquets sont prêts là à partir. Comment ça se passe vous? C'est un nouveau service en fait depuis le confinement, depuis le début de la crise sanitaire. Avant vous faisiez pas du tout les livraisons. Non, c'était pas notre objectif à la base. On s'est lancé avec le premier confinement. On s'est dit les gens vont avoir peur de sortir, les gens vont être stressés. On devait se renouveler. Du coup, on a acheté 2 scooters, on a récupéré notre petite voiture. Et on fait les livraisons comme ça et ça marche de mieux en mieux. On est content que les gens jouent le jeu et qu'ils restent à la maison, donc c'est cool. C'est un vrai plus économique finalement? Clairement, au mois de novembre, on a lancé notre site internet et chaque jour c'est un peu plus, donc on est vraiment content par rapport à ça. En scooter ou petite voiture ancienne, décapotable lorsque le temps le permet, le service livraison est définitivement adopté par leurs clients. C'est clair que j'ai pas mal utilisé ce service, que ce soit à Monaco ou chez moi à Cannes. Mais non, dans tous les cas, ouais, c'est vrai que le service de livraison, à Monaco, c'est vrai qu'il y a des services genre Mr Room Service ou les services restaurants directement qui sont très efficaces. Donc du coup, on est bien desservi et je pense que franchement, on n'a pas à se plaindre. La plupart du temps, je prends en livraison. La plupart du temps, je me fais livrer. C'est plus simple et plus rapide. Plus simple et plus rapide, c'est donc la clé de ce succès. Et ce fort intérêt des livraisons a justement créé de nouveaux services. On vous retrouve Léo, vous avez créé il y a quelques mois, 3 mois précisément, Eatin. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien, on va dire qu'en ce moment c'est vraiment un service qui est important parce qu'on va dire que les gens sont souvent chez eux, comme on est obligé, on ne peut pas sortir le soir, les restaurants sont fermés. Ça fonctionne très bien parce que les gens sont demandeurs d'un service comme celui-ci pour justement avoir quand même la possibilité de manger quelque chose qui sort d'un restaurant dans le confort de sa maison. Fini le simple sandwich froid à emporter. Dorénavant, toutes sortes de plats sont livrés, même ceux des restaurants les plus cotés. Merci beaucoup. Et oui, vous le voyez, nous aussi, du côté de la rédaction, on a depuis longtemps succombé à la livraison. Et c'est également un moyen de soutenir les restaurateurs en cette période. Et ils en ont bien besoin. Merci Alexandra. La Saint-Valentin, c'est déjà dimanche. Il ne vous reste plus que quelques jours pour trouver un cadeau pour faire plaisir à l'être aimé. Si les fleurs et les chocolats font partie des présents les plus offerts, pourquoi ne pas innover cette année? Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont déniché quelques pistes pour vous. Voyez leur reportage. C'est une tradition le 14 février. L'amour est à l'honneur, mais la pandémie va-t-elle bousculer les habitudes? Du côté de la Société des Bains de Mer, l'offre reste inchangée, voire renforcée, avec notamment des nuitées proposées en suite junior. Évidemment, on a des offres de chambres qu'on va donner classiques avec une vue sur la mer, le port, le rocher. Et puis évidemment, on a des produits phares comme nos suites jacuzzi dans lesquels on peut faire une célébration un petit peu plus romantique. C'est un petit peu le but de ces suites qui ont une magnifique vue sur le port et sur le rocher et sur la mer. Et à cet endroit-là, on peut évidemment, selon les désirs des clients, mais aussi dans le cadre d'un forfait qu'on a imaginé, offrir du champagne, des fleurs, des milliardises spécialisées, l'expérience d'un photographe, le champagne dans le jacuzzi et ce genre d'expérience qui va tout à fait avec le cadre romantique d'une soirée de célébration comme celle-là. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent partager un repas en toute intimité à la maison sans passer des heures derrière les fourneaux, c'est possible grâce au menu de la Saint-Valentin de Monte Carlo Catering. Gourmand et raffiné, la gastronomie s'invite chez vous. C'est un menu 4 plats. Donc on va commencer par une petite des gamberoni aux racines avec une petite râpée de fèves de tonka. Ensuite on va continuer avec un biscuit de rouget barbé avec des légumes maraîchers et un petit jus au marc de Provence. Ensuite on aura une selle d'agneau rôti avec une matignon aux truffes. Ces produits arriveront en individuel dans un coffret gourmand avec un conseil de réchauffe. Et puis
On continuera avec un petit dessert aux myrtilles et on terminera avec une petite brioche praline rose pour vous accompagner jusqu'au petit déjeuner. Et depuis le 9 février dernier, une boutique éphémère dans le patio de l'Hôtel de Paris propose de tendres douceurs sucrées à partager en amoureux. Sachez également que l'incontournable bouquet de fleurs reste un classique, mais toujours appréciable. Je confirme. Nous parlons du 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour également du Monaco Run, un événement à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 9h55. La crise sanitaire a obligé les organisateurs de revoir leur événement. Nous sommes avec le directeur de la Fédération monégasque d'athlétisme pour en parler. Bonsoir Jean-Pierre Chebel. Bonsoir. Le 5 km Hercules du Monaco Run aura bien lieu, mais en comité restreint cette année. Oui, malheureusement. La situation, déjà la mi-décembre, on avait pensé à restreindre notre organisation parce que d'habitude, à cette même époque, c'est 4 courses différentes, c'est 1500 participants. On avait souhaité se concentrer sur la course de 5 km et on avait une jauge de 500 athlètes qui avait été acceptée. Donc on était partant pour cette configuration et malheureusement l'évolution de la situation de la pandémie sur la principauté nous a fait réduire et on a réduit jusqu'à arriver maintenant seulement à une course de 30, je dirais, athlètes professionnels, 30 champions. Voilà, parce qu'à la base, vous espériez encore pouvoir organiser la course sous son format initial, avec les amateurs. Voilà, on avait eu des règles très strictes, mais on pouvait faire plusieurs départs avec chaque athlète dans un carré, je dirais, réservé. On enlevait les masques seulement au dernier moment, au moment des départs, et avec une obligation de test PCR pour tous, même pour la masse, je dis bien pour tous. Les athlètes, la masse était prévue, certains s'étaient déjà organisés pour venir et vraiment, nous, on a été très très déçus de devoir leur dire que cette course n'aurait pas lieu, qu'on était dans l'obligation de l'annuler. Pour garder, vraiment, on a voulu quand même garder l'esprit de cette course de Monaco, je dirais l'athlétisme à Monaco, comme on l'a fait déjà l'an dernier avec le meeting d'athlétisme. Et c'est pour ça qu'on a voulu quand même garder cette course avec les athlètes professionnels, mais ce sera en effet que 30 athlètes. Donc c'est vrai que c'est une manipulation, une mise en place qui est lourde pour accueillir seulement malheureusement ces 30 champions. Et comment vous avez réussi à maintenir cet événement alors que les marathons, les semi-marathons sont majoritairement reportés? On ne parle pas des mêmes distances, mais c'est quand même un événement important. Oui, là c'est seulement justement... c'est plus facile en restreignant le nombre, puisque là, c'est 30 athlètes qui vont avoir un test PCR, qui vont être même confinés pour les meilleurs d'entre eux. Et bon, avec sans public, puisqu'on va malheureusement, on va se retrouver dans une situation où on va là aussi parquer pour interdire les gens de venir, ce qui paraît évidemment pour nous organisateurs une aberration totale. Si on fait un événement, normalement c'est pour essayer de le mettre en valeur et pas pour empêcher les gens de venir. Le seul côté positif, c'est que nous ferons une captation je dirais en streaming et que les gens auront la possibilité de visionner ceci en streaming. Vous parliez des 30 participants présents, un habitué des records à Monaco également, Joshua Cheptegei. Il sera au rendez-vous pour encore marquer l'histoire, on l'espère. On l'espère en effet, je dirais que nous avons 2 champions habitués de Monaco, c'est en effet de Joshua Cheptegei, qui avait d'abord battu le record du monde du 5 km l'an dernier, donc sur ce même parcours, et qui était revenu après, au moment d'Hercules, battre cette fois sur le même record, la même distance du 5 km, mais cette fois le record piste. Donc il revient pour essayer de rebattre de nouveau ce record, qui est sa propriété toujours. Et puis aussi, je passerai de Béatrice Chepkoch, qui elle avait battu à Monaco le record du monde du 3000 steeple en 2018, et qui là va essayer de battre le record féminin de cette course. Donc c'est vrai qu'on a 2 athlètes qui ont déjà battu un record à l'occasion d'Hercules et qui viennent faire, je dirais, une autre tentative, une autre course, et qui viennent participer pour ce 5 km piste. Donc on aura vraiment 2 très très grands champions. Ils sont déjà venus avec un temps en tête? Non, parce que chaque parcours, peut donner... Mais l'idée quand même, soyons très clairs, c'est de faire un très grand résultat et pourquoi pas d'essayer de battre le record du monde réciproquement pour chaque sexe. Et le parcours de cette année est légèrement plus rapide, ça peut ouvrir des portes à ces records? Le parcours est, je dirais,
pas très différent, un petit peu. Ce qui peut changer après, c'est les conditions météo. Et je dirais notre ennemi numéro 1 restera le vent. C'est vrai qu'on va guetter la météo pour ce dimanche matin. Frais, bon, il risque de faire frais à 10 h du matin, puisque je rappelle, ce sera l'horaire du départ. Et c'est sûr qu'il fera frais, mais vraiment notre ennemi numéro 1, c'est le vent. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Et on suivra ça de très près. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chebol, d'avoir été avec nous ce soir. Avec un immense plaisir. On retrouve Frédéric Elion pour cette information pratique à présent. Le bureau de poste de la Condamine ferme ses portes pour quelques semaines. Effectivement, Émilie, des travaux de rénovation auront lieu du vendredi 12 février à partir de midi jusqu'au samedi 13 mars inclus. Durant la durée de ces travaux, les objets habituellement mis en instance dans le bureau de la Condamine seront à retirer au bureau de poste de Monte-Carlo, Palais de la Scala. Sachez également que le distributeur de billets restera opérationnel durant toute la période des travaux. On passe à l'annulation du récital de Sir Bryn Terfel. En raison des contraintes de déplacement liées à la crise sanitaire, l'Opéra de Monte-Carlo vient d'annoncer que le récital qui devait se tenir mercredi 24 février à la salle Garnier est annulé. Vous pourrez toutefois assister à plusieurs représentations du conte Ori avec Cecilia Bartoli et les musiciens du Prince Monaco les 19, 21, 23 et 25 février à 14 h. Et on termine par ce stage au Théâtre des Muses proposé pendant les vacances scolaires, Frédéric. Un stage de 5 jours qui se déroulera du lundi 22 février au vendredi 26, destiné aux enfants et axé sur l'improvisation. Ils participeront à plusieurs exercices ludiques afin de développer leur imaginaire et leur ressenti. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Théâtre des Muses. Et enfin, les prévisions météo, quelle est la tendance pour vendredi, Frédéric ? Le temps va se détériorer, Émilie, avec un ciel bien nuageux le matin et l'apparition d'averses l'après-midi. Les températures seront en baisse, avec 6 degrés prévus en début de journée, puis 9 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7 h 32 pour se coucher à 17 h 56. Vendredi 12 février, nous fêterons les Félix. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous vous parlions tout à l'heure du boom des livraisons à domicile dans la restauration. Ce soir, nous tenions à mettre en valeur les livreurs. Qu'il pleuve, qu'ils ventent, ils font tout pour nous livrer à temps. Photo signée Manuel Vitali. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.